J'ai bien taquiné le modérateur. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, ma chère collègue, coprésidente, Madame la Ministre, Gonendoy, Mesdames, Messieurs les maires et les représentants, Madame la mairesse et les partis, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, toutes les personnalités que j'aperçois, que je connais, que j'admire, Madame la Présidente, Khadifal, et à vos rangs, titres et grades, je vous témoigne à nouveau mon respect et mon admiration. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ousmane Sy. Je suis le directeur exécutif de l'UNACOIS. Je suis également coprésident à la plateforme des acteurs non étatiques avec la charmante présidente au Présidium. Je suis également membre du patronat et du secteur privé, administrateur de société. Ce dialogue est un moment très intéressant, très important, et c'est dommage que c'est conjoncturel. Et c'est par ça que je voudrais commencer. Monsieur le ministre nous a donné les deux grandes orientations du président de la République à la première réunion de conseil des ministres. Pour rappel, il a dit que le président a instruit dans deux directions, qu'il veut avoir un gouvernement de proximité. C'est fondamental. Ça veut dire un Premier ministre et des ministres qui sont dans une posture d'ouverture, de rapprochement et de facilitation. Mais il dit également que le président donne une autre orientation additionnelle. Il dit il faut co-construire. Parce que le président est conscient que l'œuvre de développement ne peut pas être la seule préoccupation d'un État. Il faut absolument mobiliser toutes les forces vives, mobiliser toutes les énergies et faciliter la participation de tous. C'est en cela, je pense, que la co-construction pourra prendre une orientation, une direction et bien sûr une démarche inclusive. Donc je suis heureux de prendre la parole dans ces circonstances et de partager un peu un avis qui va être à la fois d'abord du secteur privé, parce que je suis un acteur du marché, dont la motivation est le profit. Alors, si je suis un acteur du marché, dont ma motivation principale est le profit et que je suis invité à travailler avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, il va falloir que je m'aménage ou qu'on m'aménage des plages de convergence. Cela est fondamental, autrement l'intégration va être difficile. Et l'une des préoccupations majeures que nous avons dans notre pays, c'est qu'on est tous cloisonnés. Le secteur privé est dans son coin, dans son milieu, dans sa réalité de marché, parce que c'est un marché concurrentiel, surtout au lendemain des crises successives que nous avons connues et les crises qui persistent encore. Et la dernière en date, qui est celle de la CEDEAO, qui remet en cause la problématique de la libre circulation dans nos frontières et dans nos pays. Donc, le secteur privé est en train de vivre des revers extrêmement difficiles. Et pour rappel, certaines de nos industries s'étaient bien déployées dans la sous-région, notamment sur la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Togo, et commencent à adopter, je veux dire, une posture de leader dans leur domaine, surtout sur le plan des produits agroalimentaires. Le flux inverse, c'est de ces pays-là, généralement, qu'on importe pas mal de matières premières. Et je donne un exemple. On a vu comment la consommation de café Touba notamment, s'est démocratisée dans notre pays. Elle est répandue. Mais le Sénégal ne produit pas de café. Le café, il est importé. Il est importé de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Et nous savons tous les difficultés de mobilité et les obstacles auxquels on est confronté au niveau de nos frontières.
Donc le commerce transfrontalier subit des revers extrêmement difficiles, si bien qu'aujourd'hui, il est très difficile de s'ajuster dans le marché qui est de plus en plus concurrentiel. Ça, c'était juste pour introduire le sujet. Je vais rentrer dans le vif. J'avais préparé une petite réflexion sur les enjeux et les défis de l'économie sociale et solidaire, mais en partant de la vision sectorielle du chef de l'État. Il dit, il veut faire, et je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre, qu'il veut faire du secteur de l'économie sociale et solidaire un secteur voué à un développement inclusif. Et cette information, je la tiens du site du ministère de la Microfinance. Alors, si c'est le cas, il y a lieu de s'interroger justement sur les mécanismes et les modalités d'articulation et d'intégration qu'il faudra mettre en place. Une des faiblesses de notre pays, le ministre l'a dit tout à l'heure, mais à l'entendre parler, on pourrait avoir l'impression qu'il jette le pavé un peu sur ses prédécesseurs. Mais la faiblesse du pays en général, que ce soit le ministère de la Microfinance ou les autres ministères, c'est la mise en œuvre. C'est l'exécution. Au Sénégal, on n'a pas de problème de réflexion stratégique. On n'a pas de problème d'expertise. Mais on pêche dans l'exécution, on n'est pas efficace. On réfléchit, on formule et après on range. Voilà ce à quoi on est confronté. Donc je pense qu'il y a une sentence, je pense, à partager. Il faut que nous arrivions, dans cette vision du chef de l'État, de co-construire, d'abord à co-construire un nouvel état d'esprit. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas vouloir vraiment innover, relancer notre pays, nous engager dans des politiques de rupture en ayant le même état d'esprit. Ku nekk da nga bëgg état bi dimbali la, ku nekk da nga bëgg état bi taxaw la. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Mais on ne fait rien pour faciliter la chose à l'État. Et je pense que de ce le dialogue doit être permanent. Il faut l'ériger en mécanisme de management public. Puisque de toutes les façons, nous avons des gouvernants que nous avons élus, qui ont mis en place un gouvernement qui, en principe, est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, mais il doit être au service du peuple. Il n'y a plus raison de courir derrière le gouvernement. Il faut qu'on arrive à créer un effet inverse, que le gouvernement s'ouvre, vienne vers sa population, à travers ses organisations, pour lui demander quelles sont ses préoccupations et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et cette rupture-là, très franchement, Monsieur le ministre, on ne la voit pas encore venir. Je suis au courant des difficultés qu'on a eues pour entrer en contact avec quelques ministres. Je suis désolé dans ce contexte. Alors, puisque nous avons un président de la République qui a foi au dialogue, à la co-construction, allons-y. Nous avons un soutien politique de très haut niveau. Et nous avons dans son gouvernement de véritables leaders qui n'ont pas peur d'aller au contact des populations. Il l'a prouvé encore ce matin. Et c'est ça qu'il faut. Parce que les gars, ils gèrent nos affaires. Nous nous sommes organisés pour mettre en place des cadres de contrôle, etc., des institutions, etc. Mais oui, mais maintenant, si on veut directement voir, il faut qu'on nous montre. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, je salue vraiment cette dynamique qu'il faut encourager et soutenir, c'est fondamental. Je rappelle ce que j'ai retenu, moi, de la vision du président de la République, qui veut un Sénégal souverain, juste et prospère. En général, les visions dans notre pays, elles sont faites justement pour être consignées sur des documents. Elles ne sont pas partagées.
elles ne sont pas expliquées, elles ne sont pas décortiquées. Il faut que nos enfants comprennent ce que ça veut dire. Et pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire, il faut que chacun d'entre nous comprenne d'abord pour le leur expliquer. Parce que la souveraineté économique, ce n'est pas vivre en autarcie, ce n'est pas s'enfermer, ce n'est pas renvoyer les étrangers chez eux. Non, c'est avoir la maîtrise de ses besoins essentiels. C'est ça la souveraineté. C'est fondamental. Alors ça, il nous faut, je pense, et je plaide maintenant pour la société civile, il est bon, madame, monsieur le ministre, qu'on vous donne une commission. Nous aurions aimé, à la fin de ce processus, avoir l'honneur de restituer au président de la République ce que nous avons tiré de ce dialogue. Parce que c'est l'arbitre. Et dans le dialogue, il ne faut pas qu'on se leurre. On ne peut pas être d'accord sur tout dans un pays. Ce n'est pas possible. On va avoir des différends avec le gouvernement. On aura des différends avec les administrations. Mais ça, ce n'est pas le problème. Mais si, est-ce qu'à chaque fois que nous aurons des différends, il y a des mécanismes de règlement? Voilà l'astuce. Donc, il nous faut réfléchir justement sur la cartographie de tous les risques qui pourraient s'ériger dans le cadre de ce dialogue. Moi, j'ai confiance en ce qui se passe dans notre pays. Je pense qu'on peut avoir confiance à l'avenir et il n'y a pas de raison qu'ensemble, qu'on n'y arrive pas. Maintenant, quelle est la vision du président de la République du secteur de l'économie sociale et solidaire? Ce que j'en comprends, monsieur le ministre, c'est que il veut faire de l'économie sociale et solidaire un secteur de développement inclusif au Sénégal. Et ça, je voudrais dire très rapidement comment je le vois au titre du secteur privé. Très rapidement. Alors, le contexte, je l'ai ramassé très rapidement. On a une volonté politique et de très haut niveau du chef de l'État qui est exprimée. Et à mon avis, c'est une volonté active. On a un ministère qui est dédié, le ministre l'a dit tout à l'heure. La réglementation de base, elle existe, mais il faut la parachever. Le processus de décentralisation est assez avancé dans notre pays, mais il n'est toujours pas épuisé. On y reviendra rapidement. Et sur le plan économique et social, nous avons une économie qui est marquée par un tissu de petites et moyennes entreprises. Le tissu de petites et moyennes entreprises est informel à 97%. Et sur les définitions que j'ai relevées tout à l'heure de la direction, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que l'essentiel des PME sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes au cœur de l'économie nationale. Nous sommes dans le cœur palpitant de l'économie nationale. En ce moment-là, je pense que le positionnement doit être bien réfléchi pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc nous avons moins de 3% des PME qui constituent le secteur privé formel, y compris les filiales des multinationales. Une population urbaine évaluée à 9 millions 922, une population rurale à 8 millions 203, une population globale au niveau de 18 millions, ça je le tiens de l'ANSD, et une croissance prévue à terme à 7,1%. Ça veut dire d'emblée qu'elle ne sera pas inclusive. Parce que tous les économistes sont d'accord que pour qu'on ait un niveau de croissance suffisamment inclusif, il faut absolument qu'il atteigne les 2 chiffres. Et enfin, on a un taux de chômage de plus en plus très élevé. Alors, dans ce contexte, quelles sont les orientations du président de la République? Monsieur le ministre est plus habilité à en parler, mais je le rappelle brièvement. Et je suis en phase sur les orientations qu'il a données ici. Il veut faire de l'économie sociale et solidaire le principal socle de l'approche coopérative et de toutes les initiatives mutualistes formelles comme informelles. Bien. Il veut également donner comme cœur de métier à ce département la réglementation, l'institutionnalisation, l'impulsion et l'appui à toutes les initiatives de mutualisation dans la production, dans l'agriculture, on suit bien, l'élevage, la pêche, l'artisanat, l'industrie, l'éducation, la santé. Après, on a mis 3 points de suspension. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il s'agit de tout. Et ça, il faut qu'on soit conscient de ça. Ce qui me permet maintenant d'aborder la question des enjeux. Et pour moi, c'est le point d'achoppement de notre dialogue.
Si on ne s'accorde pas sur les enjeux, il nous sera difficile d'adresser ensemble, de manière concertée, les défis que ces enjeux génèrent. Donc c'est pourquoi je pense qu'il est bon également qu'on revisite ensemble toute la réflexion que vous avez à ce niveau pour nous permettre aussi de donner notre mesure. Pour moi, l'enjeu principal du secteur privé et du pays, et ça c'est la lecture d'un acteur du marché, c'est une croissance forte et inclusive. C'est notre enjeu. Nous devons tous travailler à ça. Autrement, il ne se passera pas grand-chose. Maintenant, cet enjeu-là décline d'autres enjeux subsidiaires ou à simplement des composantes. La première, c'est une gouvernance inclusive. Le ministre en a parlé tout à l'heure. Quand une gouvernance est cloisonnée, ça ne marchera pas. Une gouvernance inclusive veut dire nous reconnaître comme acteurs, émetteurs justement d'avis, de recommandations et d'un certain nombre de conseils dont on peut tenir compte dans le cadre de la gouvernance. Malik l'a rappelé, je le répète et j'insiste, Monsieur le ministre, je me permets d'insister là-dessus. Le deuxième enjeu subsidiaire qui me paraît extrêmement important, c'est celui de la structuration et de la régulation. Quand on veut travailler avec des acteurs, ou quand on veut travailler avec un secteur, il faut qu'on ait de la lisibilité sur les acteurs, sur les activités, sur leur production. Le parent pauvre de notre économie, c'est la data. Or, partout ailleurs dans le monde, c'est le nerf de la guerre, l'information. C'est un enjeu de pouvoir. Quand on a une information de marché, mais on a une position privilégiée dans le marché. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de lisibilité dans notre système économique parce qu'il est informel, parce qu'il est populaire, bon, parce qu'il souffre d'un certain nombre de maux. Il faut le réguler également. La régulation, elle est fondamentale. Quand des acteurs sont appelés à avoir soit des activités similaires ou des activités complémentaires, voire des activités concurrentielles, il nous faut une autorité qui arbitre le bon fonctionnement des activités. Sinon, quand les gens ont des différends, ils ne savent pas à quelle autorité se vouer. Et on ne peut pas porter tous les différends devant le tribunal. J'ai donné un exemple ici lors du dialogue du DISO avec la première édition du DISO avec le gouvernement sur la contractualisation que nous avons dans la filière oignons et pommes de terre. Je termine sur ça. À chaque fois qu'on a accepté, nous autres importateurs, parce que nous avons un droit qui nous est reconnu par la réglementation nationale, la réglementation régionale et les accords internationaux multilatéraux qui sont au-dessus de la norme nationale. Donc le commerce est libre dans notre pays. Le droit d'importation est libre dans notre pays. Mais volontairement, au nom de partenariat avec l'État, nous avons délibérément, depuis plus d'une décennie, décidé de rompre à ce droit d'importation à chaque fois que la récolte est disponible. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on signe le document de gel, d'arrêt des importations, et qu'il n'y ait aucune commande, on crée une situation de monopole. Parce que seuls les producteurs qui ont des récoltes ont du stock à vendre. Du coup, puisqu'on avait une contractualisation, ils sont censés livrer la récolte, mais à chaque fois que vous marchez binéré, les gens nous disent, écoute, nous maintenant, nous avons une bop. On était d'accord sur 280 le kilo, maintenant c'est 400 ou c'est 500. Donc ces variations-là sont de vrais obstacles à notre activité. Et du coup, finalement, ça finit par créer une situation de découragement et une situation préjudiciable. Parce qu'on est obligé de sortir du marché, et c'est le cas en ce moment. Si on ne fait pas attention, pour le Gamou, on risque d'être en rupture d'oignons et de pommes de terre parce que le mécanisme a des difficultés. Alors, donc la régulation est le fondamental. Et sur les enjeux subsidiaires, c'est les incitations et les soutiens. Le ministre en a parlé. Il en a parlé, il en a très bien parlé. Je pense que c'est ça qu'on attend de l'État. Une fois qu'on a identifié les acteurs de l'économie sociale et solidaire, il faut les servir. Mais il faut les servir de manière transparente et de manière équitable. Et qu'on sache qui a reçu quoi. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça ait un impact sur le jeu de la concurrence dans le marché. Si je signe un accord de production ou un accord de service avec une coopérative, quel que soit son métier,
qui ne reçoit pas de subvention ou de soutien, alors que la coopérative qui a signé avec Malik ou avec Machéri a reçu son soutien, vous voyez, si on se retrouve dans le marché, le jeu de la concurrence est rompu. Donc à ce niveau, c'est très important, cher. Hein? Un dernier mot, il me demande de faire un dernier mot. Je parle du défi principal. Donc puisqu'on a un enjeu principal, le défi, à mon avis, c'est celui de la productivité et de la compétitivité. Et c'est un défi sur lequel le ministre est parfaitement d'accord. Et enfin, je vais parler rapidement des recommandations. Et c'est le mot de la fin. Alors, la première recommandation que je voulais faire, c'est de mettre en place un cadre fédérateur des acteurs de l'économie sociale et solidaire et le secteur privé. Il faut décloisonner. Le secteur des PME est là, d'un côté. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont de l'autre côté. Je pense qu'il faut les intégrer dans un seul cadre et nous avons une vision très précise de ce qui pourrait être ce cadre-là. Ce cadre pourrait être une chambre nationale de l'économie sociale et solidaire qui regroupe l'ensemble des acteurs du marché, ceux qui ont une vocation de profit et ceux qui sont fondés sur le profit. Pour moi, c'est fondamental. La deuxième recommandation, c'est de mettre à jour la réglementation et le cadre d'incitation et de soutien à l'économie sociale et solidaire. Je crois que le ministère y est. La troisième recommandation, c'est d'initier ou de finaliser une stratégie nationale, ses plans d'action et ses plans d'opération. Est-ce qu'il y a une stratégie nationale? Monsieur le ministre l'a dit, il n'y avait pas de politique. S'il n'y a pas de stratégie, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire parce qu'on ne sait pas où on va. Et cette stratégie doit non seulement combiner les préoccupations des acteurs de l'économie sociale et solidaire, du secteur privé, de l'État, mais des collectivités territoriales. Et c'est là-bas que ça se passe. Pourquoi moi, Ousmane Diaye, je viendrai contractualiser dans une commune avec une coopérative? Pourquoi je le ferai? À Guédiawaye, au Golfe, et pourquoi pas à Thiès? Donc la compétitivité de nos territoires va être un élément déterminant au développement de la productivité. Et Malik le disait à juste titre, l'économie sociale et solidaire est un pan intégral de l'économie de manière globale. Il ne faut pas qu'on l'isole. Et enfin, il faut aménager un cadre opérationnel de partenariat public-privé, État, secteur privé, collectivité territoriale. Il y a un point auquel Malik tient beaucoup parce que c'est lui qui l'a rajouté dans ma présentation. Il dit qu'il faut renforcer la connexion RSE et économie sociale et solidaire qui ont des piliers économiques, environnement et social. Ils m'ont comploté, ils ont rajouté ça là-dedans pour que je le dise. Je suis d'accord parce que la RSE, elle est issue de la norme ISO 26000. Donc, c'est une approche qualité qui parle au secteur privé. C'est un référentiel de management. Tant mieux si on peut s'aménager, justement, un environnement qui nous permet de développer une bonne collaboration entre entreprises privées et économie sociale et solidaire. Je vous remercie.